Un parti de plus pour le candidat du MPP, Rochma Christian Kaboro, est investi par le Rassemblement patriotique pour l'intégrité comme son candidat pour les élections de novembre prochain au Burkina Faso. Le RPI a fait ce choix ce matin lors de son tout premier congrès extraordinaire à Ouagadougou. Vous entendrez les motivations des responsables du parti dans ce journal. Après 47 ans d'interruption, Israël veut renouer ses relations diplomatiques avec le Tchad. Benjamin Netanyahou et une délégation de N'Djamena ont discuté de l'ouverture possible d'une ambassade du Tchad à Jérusalem. La question du terrorisme et la cybersécurité et l'agriculture ont aussi été abordées par les deux pays. Explications détaillées dans un instant. Et puis dans ce 20, nous reviendrons sur la campagne de chimio-prévention contre le paludisme des enfants de 0 à 5 ans lancée en 2014 au Burkina Faso. Après administration des comprimés distribués sur le terrain, les enfants ressentent des malaises, des effets secondaires qui ont paniqué plusieurs parents. Qu'est-ce qui est à la base de ces effets? Nos reporters ont voulu bien comprendre, vous le verrez plus en détail tout à l'heure dans ce journal. Voilà donc pour la une. Bonsoir. Et bonsoir à tous. Avant de développer tous ces titres, il faut savoir que les terroristes ont récolté plus de 140 millions de dollars, environ 70 milliards de francs CFA, dans les attaques contre les mines et l'exploitation artisanale de l'or au Burkina Faso depuis 2016. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude menée par l'Observatoire économique et social de Burkina Faso qui l'affirme. L'étude portait sur les mécanismes de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la zone UEMOA. Le coordonnateur de l'OS explique que les principales sources de financement du terrorisme sont les dotations et les financements extérieurs, les microfinancements extérieurs et l'autofinancement. Il indique aussi que cela se passe par l'exploitation des ressources naturelles, notamment l'exploitation de l'or et la collecte de taxes et d'impôts pour financer donc les activités criminelles. Le gouvernement burkinabé ne s'est pas encore prononcé sur ces révélations car il n'a pas encore officiellement réceptionné les conclusions de l'étude. Au chapitre sécurité toujours au Burkina Faso, des produits explosifs ont été retrouvés à quelques encablures de Fadangourma dans un car transportant des passagers. La découverte avait fait grand bruit et alimenté toutes sortes de supputation et psychose au sein des populations. Et hier mardi, des responsables locaux de la gendarmerie ont tenu sur place là-bas à Fadangourma, dans l'est du Burkina Faso, un point de presse pour donc donner plus d'éclairage sur cette affaire angoissante. À qui justement appartiennent ces explosifs? Gildas Daye Chilwedrago nous donne des éléments de réponse. Le 1er septembre dernier, la gendarmerie de Fada mettait la main sur un sac contenant des produits explosifs. Découverte faite grâce à des informations fournies par les services des douanes. C'est dans un car de transport de 70 places de ce type, provenant de Ouagadougou, que se trouvait le colis. Un dispositif est alors mis en place pour en découvrir le propriétaire. Les investigations menées n'ont pas permis de retrouver le propriétaire du colis. Il fallait donc faire venir de Ouagadougou les bagagistes du jour et les responsables. Sur instruction du parquet, tous les passagers ont passé la nuit dans la caserne de gendarmerie. Le lendemain, 2 septembre 2020, les bagagistes sont effectivement arrivés de Ouagadougou. Les passagers leur ont été présentés, mais ces derniers n'ont pas reconnu celui qui a fait embarquer le sac des explosifs dans le car. De leur explication, il ressort que le sac aurait pu être mis dans le car à leur insu, car il n'a pas été enregistré au courrier. Preuve que des bagages dangereux sont susceptibles d'être embarqués à bord de cars de transport de passagers, exposant ces derniers à un grave danger. S'agissant du colis en question, c'est un sac en gîte de couleur blanchâtre contenant 22 paquets de 15 bâtonnets de pétard chacun, soit 330 bâtonnets de pétard au total. Le service de déminage du groupement des forces de sécurisation du secteur centre et est a été mis en contribution pour déterminer la nature des explosifs. Selon ces spécialistes, un seul lot de ces pétards, c'est-à-dire 5 bâtonnets combinés avec un détonateur, peut faire des dégâts énormes et inimaginables. Autrement dit, un seul suffirait à mettre en petits morceaux le car de 70 places, y compris son contenu.
Et comme on l'a dit, lorsque 5 de ces pétards suffisent à causer un dégât énorme au car, imaginez ce que 330 pétards peuvent faire donc en un seul coup. Et qu'on ne puisse pas retrouver le propriétaire de ce colis, il y a lieu de se poser beaucoup de questions. Au niveau des sociétés de transport, comment se fait l'embarquement des bagages? Ça veut dire que même les bagagistes ont manipulé donc ce produit dangereux sans le savoir. D'où l'urgence d'attirer l'attention des populations pour qu'elles fassent preuve de vigilance et de responsabilité. Et en un premier lieu, les compagnies transportant des passagers. Notamment au niveau des gares. Pourquoi les bagages ne sont pas étiquetés au moment de l'embarquement? Et je pense que quand on étiquette les bagages, c'est en fonction des numéros de billets que les passagers ont dû prendre. Mais ce n'est pas le cas ici. Ensuite, qui a amené ces bagages donc au niveau de la gare? Autant de questions auxquelles il faudra vite trouver les réponses. La situation sécuritaire délétère du Burkina avec les attaques terroristes à répétition n'est pas pour aider. Rien que le 12 août dernier, nous avons un engin blindé donc, qui a sauté sur un IED donc sur la route nationale numéro 4. Les passagers du car transportant les explosifs ont depuis été libérés. Les bagagistes sont quant à eux toujours entre les mains de la gendarmerie pour les raisons de l'enquête. Et, tenez-vous bien, le même type de colis a été intercepté à la date d'hier dans une autre gare de Ouaga avec pour destination la ville de Dori. Chaque pétard pèse, comme on l'a dit plus tôt, 100... Roch-Marc Christian Kaboré, le président du Faso, gagne une marche de plus en guise de soutien pour les élections de novembre prochain. Le RPI, le Rassemblement patriotique pour l'intégrité, l'a choisi comme son candidat pour la présidentielle. Il a été investi ce matin à l'occasion du tout premier congrès extraordinaire du RPI à Ouagadougou, un congrès tenu sous le thème « Exaltation de l'intégrité dans un contexte socio-économique burkinabé difficile ». On fait le point avec Bassirou Ouadougou et Amadou Digo. Le Rassemblement patriotique pour l'intégrité RPI a investi son candidat en la personne de Roch-Marc Christian Kaboré. Celui-ci représentera les valeurs des aspirations du parti aux élections présidentielles du 22 novembre prochain selon la coordination nationale du parti. Ayant pour centre de gravité l'intégrité, a décidé à son âme et conscience, a décidé à son âme et conscience dans cette salle de la maison du peuple d'investir prenez vos souffles, je dis bien avec centre de gravité, l'intégrité, a décidé d'investir le président Roch-Marc Christian Kaboré, constitué d'anciens militants venus de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile, le parti du mortier et du pilon a réaffirmé une fois de plus à ses militants et sympathisants son engagement d'apporter une nouvelle donne dans l'univers politique burkinabé pour une exaltation de l'intégrité dans un contexte socio-économique difficile. Avant tout propos, permettez-moi de saluer cette mobilisation exceptionnelle d'un grand jour à l'occasion de la tenue du tout premier congrès extraordinaire de notre parti politique qui consacrera l'investiture de son candidat pour les élections du 22 novembre 2020. Militants convaincus et convaincants du RPI, venus des villes, des campagnes, des provinces et des régions du Burkina Faso, la coordination politique nationale, par ma voix, vous adresse ces salutations confraternelles et militantes. Un soleil nouveau s'élèvera et brillera pour tous dans le paysage politique de notre pays. Pour les membres du parti, le choix de Roch-Marc Christian Kaboré se justifie par le fait que l'homme incarne les valeurs défendues par leur parti. Nous avons décidé à notre âme et conscience
d'investir le président Roch-Marc Christian Kaboré comme le candidat du Rassemblement patriotique pour l'intégrité aux élections présidentielles de 22 novembre 2020 pour un constat. L'intégrité en l'homme. L'intégrité en l'homme individu. Que nous avions remarqué depuis belle lurette, depuis que nous sommes sur la scène politique, vous voyez que le pays traverse beaucoup de péripéties. Mais il est resté digne, il est resté intègre, pas de polémique. Il est resté courageux pour affronter les obstacles du moment. Ainsi, la coordination nationale du Rassemblement patriotique pour l'intégrité RPI invite ses militants et sympathisants à faire le choix de l'intégrité, une victoire totale pour les présidentielles de 2020. Et pendant que le RPI choisit Roch Kaboré comme son candidat au sein justement du MPP, 2 députés claquent la porte. Et ce sont donc Raphaël Kouama du Kourouégo et Abdoulaye Ouedraogo du Zondoma. Ce sont donc des provinces. Ils ont adressé hier leur lettre de démission au président du mouvement du peuple pour le progrès. Ils disent en tout cas quitter le parti pour convenance personnelle. Et ces défections interviennent à un moment où le bureau politique national du parti au pouvoir statue sur les listes de candidatures pour les échéances électorales à venir. Suivons ensemble les explications de Fabien Mamadou Ouattara. Nous avons estimé que dans cette situation, surtout en période préélectorale, pour ne pas semer la confusion au sein de nos militants, il est impératif que ces camarades prennent la mesure de leur attitude en ayant le courage de démissionner de notre parti. Le vœu de la section provinciale du mouvement du peuple pour le progrès de Kourouégo est exaucé. Le représentant à l'hémicycle, Raphaël Kouama, quitte le parti au pouvoir. Abdoulaye Ouedraogo, député MPP du Zondoma, rend lui aussi le tablier. Tous deux invoquent à l'appui de leur lettre de démission des convenances personnelles. J'exprime ma gratitude à vous et aux militants avec qui, pendant ces dernières années de lutte, j'ai partagé les mêmes convictions politiques. J'ose espérer que nous puissions nous retrouver sur d'autres champs de bataille, a indiqué Raphaël Kouama. Le MPP reproche à son député du Kourouégo son absence aux activités du parti et l'accuse d'avoir un activisme diffus au sein d'une autre formation politique, en l'occurrence le Rassemblement patriotique pour l'intégrité. Mais le positionnement au sein du parti à l'orée des élections législatives serait l'une des principales motivations selon la section provinciale. Les députés et un groupe de camarades ont tourné dos au MPP en ayant des comportements anti-partis. En attendant que les actions futures du député confirment ou infirment ces accusations, la CENIE continue au sein de la majorité présidentielle qui enregistre aussi la défection du mouvement pour le progrès et le changement, désormais affilié au chef de file de l'opposition politique. Restons toujours dans l'actualité burkinabé. Les ministres reprennent du service après quelques mois d'absence. Eh bien, on parle bien sûr de vacances. Et au premier jour de la rentrée, ils se sont attaqués aux dossiers cruciaux du moment. Ils ont examiné la trésorerie de l'État. À l'heure actuelle, ils ont ainsi pris connaissance du rapport sur l'exécution du budget 2020. Un conseil justement des ministres essentiellement budgétaires puisque le gouvernement a adopté l'avant-projet du budget pour l'année qui vient. Les gros chiffres de la future loi de finances sont présentés par Abdoul Karim Sango qui assure l'intérim du porte-parole du gouvernement que nous écoutons ensemble. Le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet du budget 2021 qui sera transmis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le projet de budget 2021 se chiffre à 2241,42 milliards de francs CFA en recettes et à 2782,22 milliards en dépenses, dégageant ainsi un solde budgétaire global de moins 540,80 milliards de francs CFA, correspondant à moins 5,60% du PIB. Les recettes propres se chiffrent à 1947,22 milliards
contre des prévisions révisées de 1664,78 milliards en 2020, correspondant ainsi à un accroissement en valeur absolue de 282,44 milliards de francs CFA et en valeur relative de 16,96%. Les dépenses budgétaires totales se chiffrent à 2782,22 milliards. Elles enregistrent une hausse de 263,76 milliards. Quant aux dépenses courantes, elles se chiffrent à 1827,10 milliards, soit 65,67% des dépenses totales. On peut noter une certaine stagnation du poids de cette nature de dépenses, ce qui traduit une maîtrise des charges courantes au profit des dépenses d'investissement. Le poids des charges courantes dans les dépenses totales reste dominé par celui des dépenses de personnel qui affiche un montant de 950 milliards. En 2021, la masse salariale va représenter 54,87% des recettes fiscales contre 53,08% en 2020. S'agissant du taux de pression fiscale, il devrait être de 18% contre une norme régionale qui devrait être supérieure ou égale à 20%. Et puis, le gouvernement burkinabé s'est également penché sur les ravages des inondations que le pays a connues ces derniers temps. Ces inondations ont fait de nombreux sans-abri et des mesures sont prises pour exprimer la solidarité de la nation envers les personnes sinistrées. L'état de catastrophe naturelle a été décrété. Je vous invite à écouter encore le ministre Abdoul Karim Sango, ministre en charge du tourisme et de la culture. Au titre des communications orales, le Conseil s'est appesanti de façon très particulière sur la situation de la pluviométrie. Et comme vous le savez, cette pluviométrie a entraîné beaucoup de dégâts dans notre pays. Ainsi, le Conseil a décidé de déclarer l'état de catastrophe naturelle. Première mesure, le Conseil a instruit le ministre de l'économie et des finances à dégager immédiatement une ligne de crédit de 5 milliards pour faire face aux urgences nées de la situation que vous connaissez bien, parce que on enregistre malheureusement des pertes en vie humaine qui sont évaluées, en fait, on estime aujourd'hui à 13 décès liés un peu à l'état des catastrophes naturelles là, 19 blessés, il y a beaucoup de maisons qui ont été détruites, donc il y a beaucoup de populations qui sont sinistrées. Le Conseil a instruit toujours au titre de cette situation en demandant au ministre de l'administration territoriale de voir avec les autorités déconcentrées, de procéder à la réquisition immédiate de toutes les infrastructures publiques pour reloger les sinistrés. Le Conseil appelle évidemment les Burkinabés, qui sont habitués de cela parce que c'est un trait de notre culture, à faire preuve de beaucoup de solidarité entre nous. Le Conseil a instruit aussi de préparer un plan de réinstallation des populations après la catastrophe. Et pour terminer tout à fait sur le sujet, sachez également qu'au titre du ministère de l'Éducation, le gouvernement a décidé de fusionner les 8 ENEP pour former un seul institut dédié à la formation des enseignants des écoles primaires et post-primaires au Burkina Faso. Autre point de l'actualité dans ce journal, le Tchad discute de l'ouverture possible d'une ambassade à Jérusalem. Une délégation tchadienne amenée par l'un des fils du président
Idriss Déby Itno a rencontré hier mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour discuter donc de cette possible ouverture d'ambassade. Les autorités israéliennes ont annoncé que les échanges ont porté aussi sur le terrorisme, la cybersécurité et l'agriculture. Et cette visite intervient moins d'un mois après l'annonce d'un accord entre Israël et les Émirats arabes unis appelé à devenir le troisième pays arabe après l'Égypte et la Jordanie. Benjamin Netanyahou, qui cherche ces jours-ci à normaliser les relations entre Israël et le monde musulman en général et arabe en particulier, avait annoncé la reprise de relations diplomatiques avec le Tchad. C'était en janvier 2019, après 47 ans d'interruption lors d'une visite à N'Djamena, une visite au cours de laquelle il avait rencontré le président Idriss Déby. Le statut de Jérusalem, ville dont la partie orientale secteur palestinien a été annexée par Israël en 1967, est l'une des questions les plus épineuses en vue d'un règlement de conflit israélo-palestinien. L'ONU considère donc que cette question doit faire l'objet d'un accord entre Israéliens et Palestiniens et qu'en attendant, les capitales ne doivent pas établir à Jérusalem leur représentation diplomatique en Israël. Dans l'actualité malienne, la junte qui dirige désormais le Mali a lancé samedi dernier une concertation élargie avec les partis et la société civile pour définir la feuille de route et la durée d'une transition. Ces consultations doivent reprendre demain, jeudi, pour 3 jours, alors que les chefs d'État de la CEDEAO ont donné aux militaires un ultimatum jusqu'au 15 septembre pour un retour des civils au pouvoir. Une situation le moins compliquée et les médias de la sous-région l'ont largement commenté. Drissa Traoré. Ultimatum de la CEDEAO. Que fera maintenant la junte malienne s'interroge le pays au Burkina? Le journal relate dans ses colonnes quand la CEDEAO et la junte militaire qui a déposé le président Ibeka le jeudi tout dernier leur semble au jeu témoin non plus par rapport à la transition. L'institution sous-régionale a donné un ultimatum jusqu'au 15 septembre pour passer la main aux civils. Que fera maintenant la junte? Va-t-elle plier les chines ou va-t-elle se laisser aller à un bras de fer avec la CEDEAO, et ce, avec tous les risques que cela peut engendrer? Le monde Afrique ne doute pas. En plus des sanctions déjà en vigueur, la CEDEAO pourrait durcir sa position. Le journal souligne par ailleurs que le communiqué ne dit pas quelles éventuelles mesures additionnelles la CEDEAO envisage si les nouveaux maîtres de Bamako n'accèdent pas à son exigence d'ici à mi-septembre. Mais ce ultimatum à brève échéance de l'avis du monde africain, conjugué au maintien des mesures de rétorsion, ajoute à la pression s'exerçant sur les colonels. Le studio Tamani, émettant à Bamako, lui nous apprend que si la junte n'a pas officiellement réagi à cet ultimatum, certains responsables du M5 RFP rétorquent que le choix des dirigeants de la transition ne doit être une course contre la montre. Et pourtant, la CEDEAO s'impatiente relève le délit à Conakry. En effet, pour les sites d'information guinéens, si la junte qui a renversé le président Ibeka comptait jouer la montre, c'est plutôt raté. Les officiers maliens renchéris le délit ont juste une semaine pour transférer les rênes du pays à un président et à un premier ministre, tous deux civils. En réalité, en coulisses, c'est une véritable partie de bras de fer qui est engagée entre les militaires du CNNSP et le mouvement de contestation du M5 RFP à en croire Maliweb. Le M5 RFP, qui se considère comme le véritable tenant du pouvoir, estimant que même si les militaires n'étaient pas intervenus, ils allaient parvenir d'une manière ou d'une autre à obtenir le départ d'Ibeka. Alors, s'interroge le site malien, peut-on entrevoir un consensus entre ces deux camps sur l'architecture de la transition? Du reste, tout en se demandant si la guerre des vainqueurs aura lieu, Ouattara sera au Burkina fait remarquer que chasser un régime semble bien plus facile que gérer le pouvoir. Le bout du tunnel pourrait bien s'éloigner pour le Mali avec cette crise dans la crise. Sauf si les deux camps se rabibochent au plus vite et aplanissent la route devant eux. Tout le malheur qu'on peut souhaiter au Mali déjà endeuillé au quotidien par les attaques terroristes est toujours sous embargo et sanctions d'une CEDEAO déterminée à faire payer aux auteurs de la chute d'Ibeka leur témérité. L'un dans l'autre, pour la nouvelle tribune paraissant à Cotonou, l'institution sous-régionale joue sa crédibilité en lançant un ultimatum aux militaires ayant pris le pouvoir au Mali. Le journal béninois estime que la réaction vive de la CEDEAO contre les militaires traduit indirectement la peur qu'ont les présidents de la sous-région de vivre des événements similaires à ceux d'Ibeka. Il s'agirait ni plus ni moins
d'éviter que le cas malien fasse école en cas de désapprobation d'un président par la population. Nous prenons maintenant la direction du Cameroun. La start-up Healthlane a levé un financement de 2,4 millions de dollars, soit près de 1200 milliards de francs CFA auprès de multiples investisseurs pour développer de nouvelles fonctionnalités. La structure du Camerounais Alain Steph, connu pour avoir conçu Gifted Mode, une application de suivi, bien sûr, des mères et des nouveau-nés. Sa nouvelle application inclut d'autres services médicaux et permet aux utilisateurs de prendre rendez-vous avec des prestataires de soins de santé. Le financement va permettre à Healthlane de développer également d'autres services médicaux disponibles hors ligne, mais aussi la télémédecine et la commande de médicaments afin d'élargir sa base d'utilisateurs. La particularité donc, de l'application qu'elle combine les services médicaux à distance et ceux sur le terrain. Cette combinaison permet justement à la jeune pousse de rassembler une large variété de clients dont les particuliers, des médecins, des pharmaciens et d'autres acteurs du domaine. Fondée justement en début de cette année, la start-up compte déjà plus de 60 000 clients au Cameroun et au Nigeria. Et au Burkina Faso, l'heure est au bilan dans le secteur de l'économie informelle. Le Conseil national du secteur a organisé à cet effet une conférence de presse hier à Ouagadougou, une conférence au cours de laquelle les acteurs ont ressassé les grands points des élections de ces conseillers. Il a été présenté également une feuille de route pour faire de l'informel un secteur plus concurrentiel au Burkina Faso. Madiara Barro pour les détails. C'est l'heure du bilan au Conseil de l'économie informelle. Les acteurs du secteur informel se rencontrent pour faire le point des élections tenues dans chaque région du Burkina Faso. La désignation des conseillers s'est faite de diverses manières. Par consensus ou à défaut, par vote au bulletin secret, conformément donc à l'article 14 du règlement intérieur du Conseil national de l'économie informelle. Et les votes se sont passés sans embâche. On n'a pas eu d'incident majeur au niveau, lors donc de la mise en place des différents conseils régionaux de l'économie informelle. Le consensus déjà se dégageait quant à la mise en place des différents bureaux du conseil régional donc de l'économie informelle. À l'avenir, le bureau exécutif entend amener les acteurs du secteur informel à respecter la réglementation en matière de commerce. Aussi, va vraiment travailler pour se formaliser, pour vraiment sortir dans l'informel, pour être des industries. La situation de commerce au Burkina Faso n'est pas respectée. Nous, on veut lutter que les lois, tous nos patrons acceptent de respecter les lois. Le bureau du Conseil national de l'économie informelle dit compter sur une franche collaboration des différents acteurs pour mener à bien sa mission. Au Nigeria, les médecins internes des hôpitaux publics sont en grève illimitée depuis le début de la semaine. Et ces internistes exigent une hausse de leur salaire, une meilleure couverture sociale et l'amélioration de leurs conditions de travail. Et les personnes en charge du traitement des cas de Covid-19 vont rejoindre le mouvement, indique le président de l'Association nationale des internes hospitaliers. Et ce sont toujours les mêmes problèmes. Nous avons donc des arriérés de salaire datant de 2014, 2015 et 2016 qui auraient dû être réglés depuis longtemps, souligne-t-il. C'est une grève illimitée et elle sera levée que lorsque les revendications auront été satisfaites, précise le leader syndical. Les grèves dans le secteur hospitalier sont fréquentes au Nigeria. En juin dernier, justement, le syndicat des médecins internes avait lancé un mouvement de grève d'une semaine pour protester contre l'insuffisance des équipements fournis au personnel en charge du traitement des cas de Covid-19. Et ce jour, le pays a enregistré plus de 55 000 cas de Covid-19 et fait 1057 morts. Pour terminer ce journal, vous vous souvenez certainement de la campagne de chimioprévention contre le paludisme. Eh bien, la campagne a été lancée en 2014 au Burkina Faso et concernait les enfants de 0 à 5 ans.
Le constat aujourd'hui est qu'après administration des comprimés distribués sur le terrain, certains enfants réagissent mal face aux effets secondaires. La situation inquiète certaines mères qui refusent justement de poursuivre le traitement. Alors justement, qu'est-ce qui est la base de ce fait et est-ce que les doses sont bien administrées? Autant de questions qu'on se pose et Linda Kaboré a voulu bien comprendre en suivant ensemble ce reportage réalisé avec Bassirou Savadogo. En vérité, quand j'ai donné le médicament à ma fille, elle a passé 3 jours à vomir et à faire la diarrhée. Elle n'arrivait même plus à marcher. Je suis découragée et j'ai décidé de ne pas lui donner les médicaments. Abibou Porgo ne sait plus à quel sein se vouer. Elle avait espéré que la chimioprévention mettrait son enfant à l'abri de la maladie. Mais là, elle a le sentiment d'avoir provoqué elle-même la maladie. La petite fille de Abibou Porgo n'est pas la seule à présenter ses effets secondaires dus à l'administration de ces comprimés de la chimioprévention du paludisme. Ces médicaments antipaludiques ne sont pas également tolérés chez d'autres enfants. C'est le cas de Zagré Salamata, mère d'une petite fille de 3 ans. Elle aussi a décidé d'arrêter le traitement. À propos des médicaments de paludisme, moi ça ne va pas avec mes enfants. Quand je la donne, elle vomit. Ça ne va même pas. Elle pique malade, mais elle fait diarrhée. Donc moi je ne donne plus, ça ne m'encourage plus de donner quoi. Donc je suis obligée de déposer. À tout moment, quand je prends, je dépose seulement. Le paludisme est la première cause de consultation et de mortalité au Burkina. De janvier à mai 2020, l'on a recensé plus de 2 millions de cas de paludisme, dont plus d'1 million sont des enfants. La chimioprévention du paludisme saisonnier est une prévention du paludisme en amont avec des approches curatives qui devraient entraîner une baisse de cette mortalité. Qu'est-ce qui explique alors ces vomissements et cette diarrhée chez l'enfant qui traînent souvent jusqu'à 3 jours? La mauvaise alimentation serait une des principales causes selon Dr Ouedraogo, responsable de la prise en charge de la prévention médicamenteuse au PNLP. Les médicaments de la chimioprévention du paludisme saisonnier sont bien tolérés chez les enfants lorsqu'ils sont administrés aux doses recommandées. Mais, comme on le dit, les enfants ne réagissent pas de la même manière. Et ce qui est conseillé, c'est que les enfants puissent vraiment bien s'alimenter avant de prendre les médicaments ou alors on donne à manger à l'enfant ou des boissons sucrées à l'enfant après l'administration. Le principe de la prévention est d'administrer un traitement complet de 2 médicaments composés essentiellement de l'amodiaquine et de la sulfadoxine. Selon Dr Ouedraogo, l'efficacité de la chimioprévention n'est plus à démontrer. Et pour cette année, elle a déjà touché plus de 3 millions d'enfants au Burkina. Mais que faut-il faire quand l'enfant se met à vomir juste après l'administration du médicament? Si l'enfant vomit avant les 30 minutes, on doit pouvoir redonner une deuxième dose, donc le distributeur communautaire est là. Si l'enfant vomit avant les 30 minutes, il redonne une autre, l'amodiaquine et la sulfadoxine à l'enfant, et les 2e et 3e doses sont données à la mère. Et si le lendemain, à la même heure où le médicament doit être donné, si l'enfant vomit, on donne la 3e dose et on se rend dans la formation sanitaire pour chercher une autre dose d'amodiaquine. Et ce que je veux dire, c'est que déjà quand la mère est rassurée et qu'elle a l'information que l'enfant doit manger correctement avant de prendre le médicament ou que l'ingestion de boissons sucrées permet de rassurer, généralement les effets secondaires passent très rapidement. Et lorsque les doses sont respectées, les effets secondaires passent très rapidement. Néanmoins, j'allais dire que la cible qui correspond aux enfants de la campagne, c'est les enfants de moins de 5 ans. Et c'est une cible de gratuité. Ça veut dire que dans toutes les formations sanitaires publiques, il y a la gratuité de la prise en charge des enfants de moins de 5 ans. Donc, la mère peut se rendre dans la formation sanitaire pour faire regarder son enfant. Le 3e passage est prévu se dérouler le 11 septembre prochain. Voilà donc qui met fin à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je serai ravi de vous retrouver demain ici même à la même heure, bien sûr sur le même plateau. Portez-vous bien, prenez bien soin des uns et des autres et passez une excellente soirée.